Est-ce que selon vous, cette élection peut être considérée comme inclusive? On va y aller au cas par cas, Monsieur le Président. Oui. Pourquoi, par exemple, il n'est pas sur la liste Monsieur Thiam, Tidjane Thiam? Alors, cette façon de prendre le problème peut laisser entrevoir que les actions sont ciblées. Non. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la révision de la liste électorale a 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est d'inscrire les citoyens qui le désirent et qui en remplissent les conditions sur la liste électorale. D'accord. Quelles conditions il ne remplissait pas, M. Thiam? Ben, je viens. D'accord. L'article 6 dit que la liste électorale est mise annuellement à jour par la commission en charge des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ces mutations sont au nombre de 3, comme je l'ai dit. Il y a donc la volonté pour ceux qui viennent d'être majeurs ou qui décident de s'inscrire sur la liste électorale. Donc l'enrôlement des nouveaux. Ensuite, il y a l'actualisation des données personnelles de ceux qui sont déjà sur la liste électorale. Et puis enfin, il y a le cas où, bien qu'étant sur la liste électorale, le citoyen ne mérite plus d'y être, soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il est déchu de ses droits civils et politiques. Voilà les 3 objectifs de la révision de la liste électorale. Alors, quand vous ne remplissez plus les conditions pour être sur la liste électorale, il revient à la commission électorale indépendante de vous sortir de cette liste. Cette sortie peut être définitive quand vous êtes décédé et elle peut être momentanée quand vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Et à l'expiration de l'événement qui justifie votre radiation, mais vous revenez sur la liste électorale. Alors, pour revenir à votre question, comme bien d'autres, le président Thiam a été retiré de la liste électorale par les soins de la commission électorale indépendante, mais sur ordre de la justice. C'est bon de le savoir. Alors, à l'occasion de cette révision, nous affichons la liste provisoire pour permettre à la population d'auditer cette liste, en y retirant bien entendu ou relevant à l'endroit de la commission électorale toutes les irrégularités qui peuvent y être contenues. C'est ainsi qu'un certain nombre de nos concitoyens ont saisi la commission électorale indépendante pour demander à celle-ci de radier le président Thiam de la liste électorale. Or, l'article 3 du Code électoral prescrit que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être d'abord ivoirien, jouir de ses droits, il faut avoir 18 ans, ivoirien, jouir de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'incapacité ou d'indignité. Et le décret qui vient en application de cette disposition prescrit que pour s'inscrire, il faut que l'électeur soit détenteur d'un titre d'identité, c'est-à-dire la carte nationale d'identité. Mais en accord avec les partis politiques, on a, en plus de la carte d'identité, permis aux citoyens de s'inscrire sur la liste électorale avec un certificat de nationalité. Ce faisant, M. Thiam, s'étant inscrit en 2022 avec un certificat de nationalité, remplissant ainsi les conditions, ne pouvait voir sa situation radiée de la liste électorale parce que conforme au code électoral. C'est pour cette raison que cette requête, quand elle nous est parvenue, immédiatement, nous n'avons pas fait droit à celle-ci. Alors, compte tenu du code électoral, les décisions de la commission électorale indépendante en matière de contentieux de la liste électorale sont susceptibles de recours devant les juridictions. C'est ainsi que ces personnes-là, ces requérants, ont saisi le tribunal pour demander comment on appelle ça, au tribunal, de radier M. Thiam de la liste électorale, motif pris de ce que le certificat de nationalité sur la base duquel il a été inscrit ne relatait pas la réalité de l'intéressé, étant entendu que celui-ci, au moment de son inscription, avait cessé d'être ivoirien. Alors le tribunal a fait droit à leur requête et a ordonné à la commission électorale indépendante de radier M. Thiam de la liste électorale. Et ce faisant, la commission s'est exécutée parce que c'est ce que la loi demande et nous avons radié M. Thiam de la liste électorale. Parce que donc, M. Thiam ne remplissait pas les conditions qui étaient celles relatives à la nationalité. Pourquoi, Monsieur le Président, l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste? Mais parce que ça, c'est pas aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par une décision de justice le privant de ses droits civils et politiques. Et il est bon que je précise. Certains nous ont dit, mais Monsieur le Président, vous avez décidé de radier, la commission électorale s'entend bien sûr, a décidé de radier le président Gbagbo de la liste électorale, alors que la décision qui le condamne ne contenait pas une décision ordonnant
la déchéance de celui-ci de ses droits civils et politiques. Là, il faut préciser que la déchéance des droits civils et politiques est consécutive à 3 cas. Soit le juge prononce une décision de déchéance des droits civils et politiques, soit le législateur lui-même dit que lorsqu'un citoyen commet une infraction, cette infraction emporte déchéance des droits civils et politiques, ou encore des sanctions. C'est-à-dire, lorsque le juge prononce une sanction, cette sanction emporte automatiquement la déchéance des droits civils et politiques. Le cas du président Gbagbo, poursuivi pour les faits de vol ou complicité de vol, se retrouve dans le cas prévu par l'article 4, qui dit « ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité, notamment pour avoir commis un crime. Qui vous commettez un crime, le juge n'a pas besoin de vous déchoir de vos droits civils et politiques. La sanction du crime emporte déchéance des droits civils et politiques parce que vous êtes frappé d'incapacité. Ou toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, abus de confiance, escroquerie, attentat à la pudeur, etc. Lorsque vous commettez de tels faits, tels que le code le prescrit, automatiquement, vous êtes déchu, vous êtes frappé d'incapacité. Mais quelle est la conséquence de l'incapacité? L'incapacité ou l'indignité vous retire la qualité de l'électeur. Or, c'est cette qualité, par votre inscription sur la liste électorale, qui vous donne le droit de voter et d'être candidat. Alors, quand on vous arrête, quand on vous arrache cette qualité, vous êtes frappé d'indignité et la conséquence, vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Voilà le cas de Gbagbo et c'est pour cette raison que dans la décision du président Gbagbo, il n'est pas mentionné effectivement qu'il est déchu de ses droits civils et politiques parce que l'infraction emporte déchéance des droits civils et politiques le concernant. Et il n'est pas seul dans ce cas. On a aussi les cas, dans ce cas, vous pensez peut-être à Charles Bleu Goudet. Oui. Tous ceux qui ont été condamnés, qui ont été déchus de leurs droits civils et politiques, se retrouvent dans ce cas. Mais M. Diaby, je souhaiterais que on n'en fasse pas une focalisation sur ces différents cas. Est-ce que selon vous, avec tous ces exclus de la liste électorale, est-ce que selon vous, cette élection peut être considérée comme inclusive? Ah, vous savez, dans un premier temps, conformément aux dispositions du Code et puis de la loi portant organisation de la Commission électorale indépendante, la Commission, en tant qu'arbitre, n'a pas à se préoccuper du nombre de candidats. La préoccupation de la commission électorale, c'est de faire de sorte que ceux qui sont candidats soient électeurs. Et pour être électeurs, et qu'ils en remplissent les conditions. Étant entendu que les conditions d'éligibilité relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel. Donc, nous n'avons pas à nous préoccuper de ce qu'il y a peu ou pas de candidats. Ceci étant dit, j'entends ça et là qu'une élection, ou cette élection se doit d'être inclusive. Mais qu'est-ce que ça signifie? Une élection, par essence, ne peut jamais être inclusive. Pourquoi? Mais parce que l'élection est une compétition. Et une compétition, elle est exclusive. Elle vous sort quand vous ne remplissez pas les conditions de la compétition. Quand le législateur dit il faut avoir 18 ans pour être inscrit sur la liste électorale, mais celui qui en a 17 exclu. Quand le législateur dit qu'il faut être ivoirien pour être inscrit sur la liste électorale, mais celui qui n'est pas ivoirien est exclu. Quand le législateur dit qu'il faut jouir de ses droits civils et politiques, quand vous ne jouissez pas de vos droits civils et politiques, mais vous êtes exclu. Donc aucune élection, M. Diaby, dans le monde entier, est inclusive. D'ailleurs, je vais vous expliquer que cette notion, elle est venue il y a 20 ans, elle vient des organisations internationales qui, en son temps, avaient considéré que certains citoyens, bien que jouissant de leurs droits civils et politiques et remplissant toutes les conditions pour exercer leurs droits civils et politiques, ne le faisant, il fallait les intégrer. Il s'agissait de nos parents handicapés, les malvoyants, les malentendants et ceux qui ont une mobilité réduite. Mais voilà des citoyens. Le Code ne dit pas que parce qu'on ne voit pas qu'on ne peut pas être électeur. Le Code ne dit pas parce qu'on ne parle pas on ne peut pas être électeur. Le Code ne dit pas parce qu'on est handicapé physique, la mobilité réduite, qu'on ne peut pas être électeur. Alors mais pourquoi ces personnes-là ne sont pas inscrites sur la liste électorale ou bien on ne donne pas la possibilité à ces personnes d'exercer leurs droits civils et politiques? Ce faisant, la communauté internationale a donc demandé à ce que ces personnes soient intégrées au système électoral. C'est-à-dire que quand on fait nos bureaux de vote, il faut tenir compte de ceux qui sont handicapés. Quand on édite nos bulletins, il faut faire de sorte que les personnes qui ne voient pas ou qui n'entendent pas ou qui ont un handicap quelconque les empêchant de voir la situation normale
de pouvoir exercer ce droit. C'est donc ça l'inclusion. C'est ça l'inclusion. Leur intégration dans le processus électoral a été appelée l'inclusion de ces personnes. Mais aujourd'hui, de là à étendre cette inclusion aux personnes décalées parce que ne respectant pas les dispositions du code électoral, il y a un grand pas. Il n'y a aucune élection qui soit inclusive. Par principe, l'élection est exclusive. Alors, Monsieur le Président, nous sommes à moins de 5 mois de ces élections tant attendues par les Ivoiriens. Oui. Et une partie de la classe politique continue donc de dénoncer cette liste électorale qui est pourtant un élément clé de ce processus électoral. Est-ce que vous, en tant que président de la CEI, cela vous inquiète? Non, pas du tout. Vous savez, tout se trouve dans le code électoral. La loi dit que chaque année, il faut réviser la liste électorale. Mais cette révision consiste, pour la population, à l'occasion du contentieux de la liste électorale, de permettre à celle-ci de dénoncer à la commission électorale indépendante, preuve à l'appui, des éléments d'irrégularité. Et ce faisant, nous la nettoyons. Vous savez, l'histoire de la liste électorale en Côte d'Ivoire, elle est récente. Et on a l'impression que c'est maintenant que cette liste électorale existe. La liste électorale existe depuis 1960, et même avant. Et c'est en 2008-2009 qu'on a procédé à la refonte de la liste électorale avec l'accord des partis politiques. Et cette liste a été refondue et a été certifiée à la suite de l'accord de tous les partis politiques, tous les grands acteurs politiques en Côte d'Ivoire, a été certifiée par les Nations Unies. Mais un accord est une concession. Une concession, c'est qu'on accepte ce qui est irrégulier comme étant régulier. Parce que figurez-vous qu'à l'issue de cet accord, des personnes se sont inscrites sur la liste électorale avec un extrait d'acte de naissance. Monsieur Diaby, est-ce que sur votre extrait d'acte de naissance, il y a le lieu de naissance de vos parents? Non. Il y a la filiation de vos parents sur la liste électorale? C'est votre filiation qu'il y a sur votre extrait d'acte de naissance et non la filiation de vos parents. De sorte que certaines personnes inscrites sur la liste électorale ont eu, à un moment donné, conformément à l'article 7, des mentions qui faisaient défaut. Mais parce qu'il y avait un accord préalable. Alors quand vous décidez de vous accorder sur les éléments qui vous permettent de vous inscrire sur la liste électorale, mais plus tard, vous ne venez pas dénoncer ces éléments au motif que ceux-ci ne sont pas conformes à la loi. Pour être plus clair, on organise un bal. Et on dit que pour entrer dans ce bal, il faut être vêtu d'un pantalon, d'une chemise et d'un chapeau. Et on prend un certain nombre de citoyens qui remplissent ces conditions. Mais on se rend compte qu'il y a bon nombre de personnes qui sont encore au dehors de la salle. On s'accorde pour dire, bon, si vous avez un pantalon et une chemise, ça devrait suffire. Et on fait rentrer les personnes. Mais pendant que le bal bat son plein, on décide de faire un audit. On dit, ah non, 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 on a constaté qu'il y a trop de personnes qui sont dans la salle. Alors, on vient pour dire, il faut faire un contrôle. Mais, monsieur, dites-moi, ce contrôle va se faire sur la base de quoi? Sur la base des premières conditions qui disent qu'il faut être vêtu d'un pantalon, d'une chemise et d'un chapeau, ou bien d'un pantalon et d'une chemise. À mon avis, ce sont les deux règles. Parce que les gens qui sont dans la salle, il y a une première règle et ensuite on s'est accordé sur une deuxième règle qui permet aux gens de rentrer dans la salle sans chapeau, bien que vêtus avec d'un pantalon et d'une chemise. Alors quand vous demandez aujourd'hui à la commission électorale indépendante de faire un audit de la liste électorale, mais c'est sur la base de quelles règles? Vos accords politiques ou bien conformément à l'article les dispositions du code électoral? Mais les dispositions du code électoral n'ont pas encadré la refonte de la liste. Donc voilà pourquoi, à chaque fois quand on nous demande de faire un audit ou bien de faire des contrôles, on leur dit toujours, référez-vous aux accords que vous-même vous aviez conclus à un moment donné. Et cette liste électorale a été certifiée par les Nations Unies. Et c'est cette liste électorale de 2010 qui a permis les élections de 2010. Et c'est cette liste qui a été 6 fois révisée. Et c'est cette liste qui est là. D'accord. Monsieur le Président. Monsieur le Président, ces voix qui dénoncent cette liste évoquent des données qui, selon elles, défient un peu la science quand même. Oui. Des mères, des enfants qui seraient plus âgés que leurs parents, des mères qui seraient mères de plus d'une centaine d'enfants. Ce sont des données quand même qui défient la science. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oh, vous savez, beaucoup disent, bon nombre de citoyens disent des choses qui ne sont pas forcément prouvées. Mais l'audit, le contentieux, c'était l'occasion pour eux
de venir devant la commission électorale indépendante pour dire voici, en respectant les règles de procédure. Parce que le code dit que quand vous dénoncez une irrégularité, il faut en avoir la preuve. Il ne suffit pas de venir trouver des homonymies sur une liste électorale et déclarer à la ville et au monde qu'il y a des irrégularités. Mais ceci étant dit, il se peut faire qu'il y ait des irrégularités sur la liste électorale. Mais ce n'est pas du fait de la commission électorale indépendante. Diantre. Il faut que ça soit clair, ce n'est pas du fait de la commission électorale indépendante. Elles ne sont pas nombreuses aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme partout d'ailleurs. Les familles où il n'y a pas de gens qui ont utilisé les extraits de naissance des uns et des autres. Mais quand vous utilisez un extrait de naissance qui n'est pas le vôtre, mais les parents qui sont indiqués dans cet extrait de naissance deviennent les vôtres, y compris le vrai propriétaire. Alors si vous êtes 50 à utiliser, mais les parents là ont 50 enfants. Mais ce n'est pas à la commission électorale indépendante qu'on établit la liste, le fichier de l'état civil. Mais c'est l'usage frauduleux qu'on fait des actes de l'état civil qui apparaît sur la liste électorale. Donc on ne peut pas imputer cela à la liste, comme on appelle à la commission électorale indépendante. Mais ceci étant dit, conscient de ce que les données alphanumériques pouvaient être erronées parce que l'état civil n'était pas bien tenu, nous avons inséré en 2010, 2008, 2009, 2010, la biométrie qui vient, conformément à l'article 7, exiger les empreintes digitales et la photo. De sorte que, si vos données alphanumériques, c'est-à-dire nom, prénom et filiation, sont insuffisantes ou erronées, mais votre visage, il est unique. Vos empreintes sont uniques. Donc, la Côte d'Ivoire fait partie des rares pays à utiliser la biométrie dans sa liste électorale. Donc, pour nous, l'inquiétude ne mérite pas d'être. C'est dommage qu'il y ait des erreurs matérielles dans le nom des gens, mais ce n'est pas dramatique parce que nous avons quand même la biométrie qui permet de corriger ces irrégularités. Parce que l'objectif d'une élection, c'est la sincérité du vote. La sincérité du vote qui se définit comme étant la concordance entre ce que le peuple a voulu et ce qui transparaît dans les résultats. Donc si une personne ne peut pas voter à la place d'une autre, mais la sincérité, comme on appelle, du scrutin est assurée. C'est ça l'objectif de la biométrie. D'accord. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que la révision de la liste électorale, elle est annuelle. Oui. Alors, l'opposition réclame une révision de la liste électorale avant la présidentielle. Vous avez dit non. Elle demande cette opposition-là que la révision soit faite avant la présidentielle parce que 4,5 millions de potentiels électeurs seraient en train de frapper à la porte. Vous dites non et l'argument que vous avez brandi, c'est le délai. Alors que, Monsieur le Président, on se souvient que ce qui est impossible aujourd'hui à vos yeux avait été possible par le passé, notamment en 2015, 2020, et c'était pratiquement les mêmes délais. On était en juin. Là, nous sommes en juin. Et avant la présidentielle d'octobre prochain, la CEI n'est pas capable de faire une révision, alors qu'elle avait été capable de cela il y a quelques années. Alors, il est bon de préciser que si l'article 6 dit que la liste électorale devra être révisée annuellement, mais l'article 11 du même code dit que la période d'établissement de la révision de la liste électorale relève de la commission électorale indépendante. Donc il n'y a pas de violation quand nous disons que nous allons faire la révision de la liste électorale quand ça sera possible pour nous. D'autant plus que, légalement parlant, la loi nous autorise à le faire. Bien sûr. Bien. Ceci étant dit, quand vous avez lu l'article 6, l'article 6 ne lie pas la révision de la liste électorale à une élection. Ce qui fonde une révision, c'est les mutations intervenues dans le corps électoral. Ce n'est pas l'élection. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, de façon hilarante, des propos faisant croire que le président Kubier dit que, comment on appelle ça, on peut proclamer un résultat avant même d'avoir passé l'examen. Mais non. Dans notre cas d'espèce, ce n'est pas l'élection qui détermine la révision, même si la révision est faite en long terme pour participer à une élection. Ce qui fonde une révision, ce sont les mutations intervenues dans le corps électoral. Ceci étant dit, c'est vrai, en 2015, nous avons fait la révision en juin-juillet. En 2020, nous avons fait effectivement la révision en juin-juillet. Mais 2015, ce n'est pas 2025. 2020, ce n'est pas 2025. Monsieur Diaby, 2015 n'est pas 2025 pour les raisons qui suivent. D'abord, le code électoral qui a fait l'objet des révisions disait que la liste électorale définitive devait être éditée, arrêtée 15 jours avant le scrutin, en 2015. Vous voyez, il n'y avait pas le parrainage en 2015. Donc, on pouvait même se permettre
d'arrêter la liste électorale 15 jours avant le scrutin. Mais parce qu'il n'y avait pas d'opération majeure entre l'arrêt de la liste définitive et le scrutin. Ce qui n'est pas le cas en 2025, où nous avons l'institution du parrainage. Mais en 2020, c'était le cas et la révision a eu lieu en juin. Alors, en 2020, pour la première fois, on procédait on a institué le parrainage. Effectivement, vous avez raison. Mais sauf que, dans l'exécution de la tâche de la révision, on s'est rendu compte que le délai qui avait été fixé constitutionnellement ne pouvait pas être atteint si on devait attendre l'arrêt de la liste définitive. Ce qui a obligé la commission électorale indépendante en son temps à réduire tous les délais du contentieux. Là où c'était 15 jours, on a fait 7 jours. Là où c'était 7 jours, on a fait 3 jours. Alors que le contentieux est l'occasion qui est donnée à la population d'auditer la liste électorale. Ça, c'était le premier point. Et malgré la réduction de ces délais, on a dû utiliser la liste provisoire. Laquelle liste provisoire, comme son caractère l'indique, ne pouvait pas encadrer une opération comme le parrainage. Parce que l'article 54 dit quoi? L'article 54 dit ceci. La déclaration des candidatures est obligatoirement accompagnée des pièces ci-après. Entre autres, la liste des électeurs ayant parrainé la candidature avec en regard le nom, prénom, la circonscription concernée, mais notamment le numéro de la carte d'électeur. Or, la liste provisoire qui a servi à encadrer le parrainage n'édite pas la carte d'électeur. La carte d'électeur est éditée à partir de la liste définitive. De sorte que les citoyens qui ont parrainé la candidature des candidats ne pouvaient justifier leur qualité d'électeur parce que, issus de la liste provisoire, qui n'est pas une liste définitive qui édite la carte d'électeur. Mais ce dommage, cette situation a causé d'énormes dommages aux candidats qui ont vu les parrains, c'est-à-dire les électeurs qui les ont parrainés, leur parrainage invalidé parce que issus d'une liste qui était provisoire. Et c'est ainsi qu'à l'occasion de notre atelier bilan, les partis politiques dans leur ensemble, accompagnés bien entendu de la société civile, ont instruit la commission électorale de ne plus jamais utiliser une liste provisoire, mais une liste définitive. D'accord, monsieur le Pour président. l'intérêt d'utiliser la liste définitive. Je l'entends bien. Voilà, donc voilà la différence entre 2020 et 2025. Mais cette liste définitive, elle est disponible là, maintenant, Oui. depuis Oui. le 4 juin. Oui. Le parrainage va démarrer. Oui. Et si vous avez pu faire des concessions les années passées pour que Oui. tout se passe bien, Oui. on peut quand même encore en faire. Et Vous surtout savez- que la liste définitive, elle est déjà à votre portée. Mais vous savez, les concessions, on les fait tout le temps, mais pas au péril de la loi. Figurez-vous que lorsqu'on fait la révision en juin, mais il y a des actes préparatoires que nous posons. On ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi c'est en juin, alors qu'il y a janvier, février, mars, avril, mai. Mais c'est parce que justement, la révision de la liste est précédée d'actes préparatoires, tels que le paramétrage des ordinateurs que nous avons. Il faut les configurer au moins 1 mois. Il faut recruter les agents recenseurs, qui ne sont pas moins de 12 000 au moins, ou bien 30 000 au moins. Vous imaginez, il faut les recruter, il faut les former, il faut les déployer. C'est pour cette raison que nous commençons toujours la révision. En fait, si on devait dire, c'était 5 plus 6, c'est-à-dire on commence de janvier jusqu'en mai, pour accomplir les actes préparatoires et en juin, on procède à la révision. Mais un bon nombre de nos concitoyens croient que la révision se résume à la collecte des données. Mais bon nombre pensent aussi que la révision dernière vient de s'achever, Oui. les machines sont encore paramétrées, les agents électoraux sont encore formés, et tout ça pouvait aller dans la continuité. Mais qui c'est qui vous a dit ça? Mais le système a été désactivé. Parce qu'au moment où on nous le disait, nous étions en train de préparer la liste électorale de 2024-2025. Vous pensez que nous avons encore les agents électoraux recensés, les recenseurs sont encore là? Mais parce que ça coûte de l'argent. Ils n'ont plus rien à faire. Quand ils ne travaillent pas, on les libère. Et après, on les recrute à chaque opération. C'est comme ça que ça se fait. Et puis, il faut paramétrer les ordinateurs. Mais quand vous dites de paramétrer les ordinateurs, mais c'est maintenant qu'on a vu la liste électorale définitive. Mais il faut reprendre maintenant les ordinateurs pour les paramétrer. Mais voyez-vous, l'impression que ça donne, c'est que la commission électorale indépendante ne veut pas que les citoyens s'enrôlent. Mais je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, la commission électorale indépendante, mais est cet organisme qui souhaite que les citoyens viennent se faire enrôler. Nous n'avons jamais tenu la durée d'une révision telle que nous l'avons voulu. À chaque fois, nous sommes obligés de proroger. Mais pourquoi nous prorogeons? Parce que nous souhaitons que les citoyens viennent se faire enrôler. La preuve en est que, conscient de ce qu'en 2025, on n'allait même pas faire l'enrôlement, on a autorisé nos concitoyens âgés de 17 ans
à s'inscrire sur la liste électorale, de sorte qu'à la publication de celle-ci en 2025, quand ils auront 18 ans, ils soient déjà sur la liste électorale. C'est tout dire que nous voulons que nos citoyens s'inscrivent sur la liste électorale. Mais les concessions ont une limite. Il ne faut pas non plus contrarier les dispositions de la loi qui nous encadrent. Sinon, on va dans le décor. Certains des électeurs disent ne pas retrouver leur lieu de vote habituel. D'autres disent qu'ils ont été déplacés, par exemple, contre leur gré, sans leur accord. Bon, ça, vous savez, beaucoup disent. Vous savez, pour changer de lieu de vote, il y a des critères. Il y a le numéro de l'électeur, mais il y a la carte d'identité. Et puis il y a l'attestation de résidence justifiant que vous résidez dans le nouveau lieu où vous voulez partir. Mais dites-moi, quand vous produisez tous ces documents, comment venez-vous dire après que vous n'aviez pas voulu? Comment moi j'ai fait pour obtenir votre certificat, comme on appelle votre carte nationale d'identité? Comment j'ai fait pour avoir le certificat de résidence? Comment j'ai fait pour avoir le numéro de votre carte nationale d'identité, si ce n'est vous-même? Bon nombre d'entre nos citoyens veulent jeter l'opprobre et le discrédit sur la commission électorale dans l'exécution de ces tâches. Mais nous avons toujours des éléments pour les confondre. Voilà, c'est vrai, aucune œuvre n'est parfaite, nous l'avons suffisamment dit, nous pouvons nous tromper. Mais venez nous aider à préparer cette liste électorale que vous considérez comme impropre à l'usage à laquelle on la destine. D'accord.